Bonjour à tous, mon nom est Clémence et vous êtes à l'écoute du balado de Ça marche doc. Nous sommes un organisme dont la mission est d'inciter au verdissement urbain et à la mobilité durable pour protéger la santé physique et mentale de la population, lutter contre les changements climatiques et ainsi diminuer les coûts en santé. Ce printemps, nous vous offrons une série de balados portant sur différents sujets ayant un lien avec la santé, l'aménagement et l'environnement. Cette semaine, en plus de 2 courtes chroniques faites par Isabelle Vaillancourt, directrice de Ça marche doc, et moi-même, nous vous présentons une discussion sur le vélo et l'aménagement des villes avec Dr Isabelle Goupil-Sormani, médecin conseil au ministère de la Santé et des Services sociaux, et Étienne Grandmont, directeur général d'Accès Transport Viable. Bon, alors on est dans Limoilou, en fait en plein cœur du vieux Limoilou à la place Limouloise. C'est au coin de la rue de la Canardière et de la 3e avenue, qui est la rue commerciale qui traverse le quartier du nord au sud. C'est un quartier qui a beaucoup changé dans les dernières années. La population s'est beaucoup renouvelée, de plus en plus de familles. Puis en termes de mobilité, il y a eu quand même beaucoup de changements dans les dernières années. Il y a eu de l'offre de transport collectif nouvelle qui est apparue. Puis il y en a qui va arriver bientôt aussi, évidemment, avec le tramway. Mais au niveau des transports actifs aussi, ça a quand même bougé. Autant pour les piétons, il y a eu des modifications sur la trame viaire. On a des sens uniques qui ont fait leur apparition, des avancées de trottoirs, des choses qui sont quand même intéressantes. Puis au niveau du vélo, qui est notre sujet d'objet principal aujourd'hui, il y a eu des bonnes modifications aussi dans les dernières années. Il y a eu des axes cyclables qui se sont créés, notamment sur la Canardière et sur la 3e avenue. Des axes qui étaient attendus quand même depuis longtemps parce que la proportion de cyclistes dans Limoilou est quand même relativement élevée. Le taux de motorisation est assez bas. Et puis ces axes cyclables-là qui se sont dessinés pour bien connecter Limoilou avec le reste de la ville, notamment avec le secteur Saint-Roch, qui permet finalement d'avoir accès au centre-ville. Ça a été développé il y a quelques années. C'était un des premiers axes cyclables qui a été développé à partir de 2016 à travers la vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec. Maintenant, est-ce que cet aménagement-là est parfait? Non, il n'est pas parfait, il n'est pas idéal encore. On parle vraiment de peinture au sol, alors qu'on sait que des aménagements, si on veut qu'ils soient utilisés par le plus grand nombre, ils doivent être très sécuritaires. Puis la meilleure façon d'avoir un très grand niveau de sécurité, c'est en éloignant les cyclistes de la circulation automobile ou encore en diminuant la circulation automobile. Puis de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc on a des aménagements cyclables. Ça indique aux automobilistes qu'il faut faire attention, qu'il y a des cyclistes qui passent par ces axes-là. C'est quand même un bon signal à envoyer. On a vu le nombre de cyclistes augmenter, mais si on veut voir une plus grande proportion de la population utiliser le vélo pour se déplacer de manière récréative ou utilitaire, ça prend des aménagements qui vont être encore plus sécuritaires et qui vont être bien entretenus aussi, idéalement là, en toute saison. Étienne, merci pour cette longue entrée en la matière. Mais toute la question de la cohabitation auto, piéton, vélo, elle est fondamentale. On sait que la sécurité, c'est d'abord une question de densité. Plus il y a de monde qui partage la voie, plus il y a de risques de traumatisme. Mais on sait aussi qu'il faut protéger les plus vulnérables, les piétons en premier. Puis ça, on ne l'oubliera jamais. Le vélo, c'est pratique, mais on a des piétons, des enfants, des familles. Puis les cyclistes, il faut les protéger, puis il faut gérer les intersections. Puis dans le fond, Limoilou, là-dessus, pour ce qui est de la gestion des intersections, je pense qu'il y a un grand travail. On est encore beaucoup à des moments séparés. Il y a vraiment, mais ça ne rend pas la fluidité en vélo nécessairement toujours facile. Mais juste le fait qu'il y ait plus de cyclistes aussi. Quand on fait des aménagements, les cyclistes viennent. De la même façon que si on fait des nouveaux liens autoroutiers, il y a plus de voitures qui finissent par arriver. C'est exactement la même logique. En étant plus nombreux, donc plus visibles, c'est quand même intéressant parce qu'on voit un changement de comportement chez les automobilistes aussi. Je rejoins tout à fait Isabelle sur le fait qu'il y a encore du travail à faire, là, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction, puis il faut le souligner. Maintenant, on a très hâte à ce que, par exemple, il y a des projets majeurs dans Limoilou qui vont donner l'occasion à la Ville de revoir en profondeur la façon dont la 3e, par exemple, est revue ou dont la Canardière est revue. Et puis là, ça va être une bonne occasion de refaire le travail, mais de ne pas refaire la rue à l'identique. Je pense que c'est ça l'objectif qu'il faut avoir. Quand on fait une première phase de déploiement de réseaux cyclables, évidemment, il faut profiter des occasions. Si on refait la rue au complet jusqu'en profondeur, puis on revoit même les infrastructures souterraines, c'est le bon temps, mais il ne faut pas manquer l'occasion. Donc, on a très hâte de voir, par exemple, l'arrivée du tramway influencer la place qu'on pourra donner dorénavant au vélo dans le quartier.
Alors là, en ce moment, on est sur la rue du Pont. On vient de sortir du quartier Limoilou puis de traverser le pont Dorchester. Bien, on a un aménagement là, 2 aménagements qui sont intéressants parce que d'une part, sur le pont, on avait beaucoup d'espace. Puis on s'est permis de faire, c'est encore des aménagements là, qui sont de type peinture au sol, mais quand même, on a de la place. On a le sentiment de pouvoir être assez éloigné là, de la circulation automobile quand on se déplace comme cycliste. Donc, le sentiment de sécurité est d'autant augmenté. Puis ça, je pense que ça fait vraiment plaisir. Puis ça augmente l'envie de faire du vélo. Puis quand on descend vers le quartier Saint-Roch, au coin de la rue Prince-Édouard, la Ville de Québec a installé, comme elle a installé à quelques autres endroits là, sur le territoire de la ville, elle a installé un sas vélo qui est en fait une boîte. En anglais, on appelle ça une bike box. Donc, c'est une boîte verte peinturée au sol à une intersection qui permet aux cyclistes de se positionner devant la circulation automobile, devant la rangée de voitures qui attendent au feu rouge pour faciliter soit son trajet vers l'avant, soit un virage vers la gauche. Donc, c'est vraiment une mesure pour donner un petit avantage aux cyclistes, puis en même temps aussi le rendre plus visible aux yeux des automobilistes, faciliter son déplacement. Donc, encore une fois, c'est une mesure toute simple. Des fois, on a besoin un peu d'enseignement, expliquer aux automobilistes comment réagir, comment se positionner par rapport à cet aménagement-là qui est la peinture au sol. Mais une fois que c'est compris par une majorité d'automobilistes puis que c'est bien utilisé par les cyclistes, ça peut donner ce petit coup de pouce sécuritaire-là qui est nécessaire aux cyclistes là, pour cheminer convivialement dans la ville. Je voulais revenir, tantôt on parlait de cohabitation, de risque de traumatisme, mais il y a toujours bien plus de gains à bouger, à faire du vélo que de risque de traumatisme. C'est sûr que les traumatismes frappent l'imaginaire. Le cycliste, la roue tordue, tout ça, on voit toujours ça, mais ça reste que c'est une minorité d'incidents, puis qu'il y a énormément de bénéfices à bouger, à faire du vélo, à l'intégrer dans son quotidien aussi, parce que de dire on va aller s'entraîner au gym quand ils seront ouverts 4 fois ou 5 fois par semaine, c'est jamais aussi bénéfique que d'intégrer l'activité physique dans les déplacements actifs, mais aussi les déplacements au travail. Il y a vraiment là un gain dans le mouvement, mais qu'on a intégré dans sa routine. Puis moi, je le dis souvent, quand on est dans son auto, on est 15 minutes complètement inactif. On est exposé au pire de la pollution parce qu'on a les pots d'échappement qui nourrissent notre habitacle. Donc, c'est là où on impose le plus grand stress au cœur, au système respiratoire. Et donc, de basculer ce temps pas bon pour la santé par un temps actif, on y gagne. Puis, tu sais, il y a des gains à plusieurs niveaux. Il y a une amélioration de la performance au travail. On arrive au travail avec le cerveau déjà actif. Donc, il y a plein de gains. C'est pas que je vais faire l'apologie de la performance, mais je pense qu'il faut l'intégrer dans son quotidien. Même l'autobus, on dit souvent que le transport en commun, on dit que c'est un mode semi-actif parce qu'il faut quand même se rendre jusqu'à l'arrêt d'autobus, puis après ça jusqu'au travail. Puis on dit en général qu'en moyenne, on peut faire quelque chose comme 5000 pas sur les 10 000 recommandés par jour pour être en forme. En tout cas, de se déplacer à vélo offre ce potentiel-là aussi, évidemment. Et par ailleurs, à Québec, comme dans beaucoup de villes, en fait, les gens font beaucoup de petits déplacements avec leur véhicule. Souvent, pour des déplacements de 1 ou 2 km, ils vont utiliser l'automobile, alors que finalement, ça aurait pu se faire à pied. Puis le nombre de déplacements qui font moins de 5, 6, 7, 8 km, qui seraient des déplacements qui se feraient très, très bien, en tout cas d'une manière théorique, en vélo, bien, la plupart des gens vont malheureusement choisir de les faire en véhicule. Donc, il y a un gros potentiel, mais comme on le dit, puis on le répétera jamais assez, il faut que les gens aient le sentiment que s'ils font ce choix-là de se déplacer de manière active, que ça se fasse de façon sécuritaire. Donc, on se retrouve maintenant dans un endroit qui est très intéressant, coin Saint-Joseph et rue du Pont. Intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est une artère commerciale qui a fait le pari de concertation avec la ville et les citoyens de faire davantage de place aux cyclistes, malgré le fait que les commerçants généralement veulent conserver un certain statu quo sur les espaces de stationnement. On est toujours dans l'idée d'un no parking, no business, cette espèce de mantra qui a été développé dans les années 50 et qui perdure encore aujourd'hui, même sur les rues commerciales très locales. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est intéressant aussi parce qu'on est à proximité d'un endroit où il y a un totem, en fait un compteur à vélo. Donc sur la rue du Pont, il y a un compteur à vélo qui nous permet d'avoir le nombre de cyclistes qui sont passés dans la journée, dans l'année. Puis au-delà de l'aspect pratique de savoir combien de cyclistes sont passés, c'est surtout une espèce de phare, une espèce de rappel qu'il y a des cyclistes qui passent à cet endroit-là. C'est une façon de souligner la place du vélo dans la ville. Puis ça, c'est très, très, très intéressant, évidemment. L'autre aspect aussi, c'est que les études montrent que les cyclistes, même si, évidemment, ils ne repartiront pas avec des grosses quantités d'épicerie ou de... Peu importe, là, ils ne repartiront pas avec des grosses quantités de marchandises achetées. Ils vont être des clients souvent plus locaux qui vont décider d'encourager les commerces locaux. Ils ne vont pas des grandes distances, ils n'iront pas dans les grandes surfaces pour faire leurs courses, par exemple. Donc, ils vont revenir souvent, puis à la fin du mois, les études montrent que c'est des meilleurs acheteurs parce qu'ils reviennent plus souvent, mais à la fin du mois, ont acheté plus, ont dépensé plus dans les commerces qui sont bien desservis par les aménagements cyclables. Donc,
Vraiment, il y a quelque chose de super intéressant ici qui est en train de se passer. Évidemment, il y a des frictions entre commerçants favorables et ceux qui sont défavorables, mais le pari a été fait d'aller vers plus de place pour les cyclistes. Puis on verra bien si la science, les expériences internationales donneront raison d'avoir fait ce choix-là sur Saint-Joseph. Comme médecin, on doit souvent convaincre nos patients de passer à l'acte, hein? Ou nos patients, mais ça peut être nos collègues, nos amis, nos proches. Puis c'est toute une question d'habitude et c'est d'essayer. C'est une fois de temps en temps d'essayer d'aller faire la petite commission du soir parce qu'on a oublié le lait ou parce qu'on a oublié quelque chose, puis de développer le réflexe. Souvent, l'aménagement, le territoire, la côte, l'espace, qui devient comme un frein à la pratique du vélo, mais en fait, on peut le marcher. On peut toujours prendre un temps pour marcher. On n'est pas obligé de réussir à... C'est comme un marathon. On ne passe pas du jour au lendemain à courir 42 km. Là. Je ne vous le conseille pas nécessairement. Donc, cette notion de petits pas, cette notion d'oser aussi, des fois, pas être chic, hein, le sac à dos plein ou tout ça, de faire des petites commissions, comme tu disais, Étienne, d'y aller dans le petit, mais lentement et sûrement, on gagne en habitude. Donc, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, l'habitude de faire l'épicerie. Deux choses que je trouve super intéressantes dans ce qu'Isabelle a dit. Là. La première, c'est l'approche des petits pas. On ne demande pas à personne de commencer à se mettre au vélo puis à tout faire ses déplacements dorénavant en faisant ça. L'objectif, c'est effectivement peut-être de le prendre une fois par semaine, 2 fois par semaine, juste les jours où il fait beau peut-être, où il n'y a pas trop de vent pour aller travailler, mais commencer à l'intégrer tranquillement pas vite. Puis les gens vont se rendre compte que l'activité physique, là, on fait des gains assez rapides aussi. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Puis c'est vraiment un mot d'ordre qu'il faut avoir en tête, c'est y aller progressivement. Puis l'autre chose aussi, c'est sur la culture du vélo. On a tendance à percevoir les cyclistes comme des hommes en forme, baraqués, en cuissard, full lycra, super aérodynamique. Alors que, dans le fond, ce qu'il faut arriver à faire, puis c'est un peu ce qu'on promeut, en tout cas chez nous, chez Accès Transport Viable, c'est le cyclisme utilitaire. Le cyclisme utilitaire, c'est d'être habillé comme n'importe qui, puis d'être capable de faire ces courts déplacements-là sans avoir à avoir tout l'attirail de compétition du Tour de France. Là. Fait qu'Étienne, on est à l'escalier de la Chapelle, juste à côté du complexe La Méduse. Ici, on a une gouttière qui permet de monter l'escalier en faisant rouler son vélo à côté. On va faire de l'exercice pareil parce qu'on monte l'escalier, mais on s'évite de pomper contre son vélo. Quand on est un peu moins expérimenté en vélo, le plus dur dans les montées, c'est le changement de vitesse au moment approprié. C'est-à-dire, si on fait trop vite, on part dans le beurre. Si on le fait trop tard, on rush sa vie, comme ce qui vient de m'arriver. C'est un apprentissage pas nécessairement facile dès le départ. Fait que de s'offrir des gouttières pour monter tranquillement, pas vite, de se donner le droit d'être à côté de son vélo, c'est une façon aussi, d'éviter d'être en sueur, mais d'apprivoiser le sport. Je savais pas qu'on pouvait appeler ça une gouttière, moi j'appelais ça une goulotte. Il y a probablement plusieurs noms, il va y avoir des régionalismes là-dedans. Je sais pas quel nom officiel la Ville de Québec donne à ces petits aménagements qui sont installés sur des rampes, en fait, là, qui sont installés dans des escaliers. Il y en a aussi... Il y en a une qui était là depuis longtemps, qui existait dans la côte de Cap-Rouge. Oui. Pour aller jusqu'au parc Cartier-Roberval. Il y a des goulottes ou des gouttières là, en bois puis en béton le long de cet escalier-là. Donc, mais ça reste relativement rare. Je sais que j'ai visité des villes ailleurs dans le monde où, tu sais, chaque station de métro, il y a des goulottes pour tous les escaliers qu'on peut avoir. Donc, on comprend que ça devient comme une espèce d'obligation d'installer ces petits aménagements-là qui vont faciliter les déplacements à vélo. Pourquoi c'est important à Québec de parler des côtes? Bien, parce que Québec est en côte. Que ce soit en Haute-Ville, qui est, il faut se le rappeler, le principal lieu de destination à Québec. Le deuxième étant Sainte-Foy. Donc, pour tous les gens qui habitent dans Cap-Rouge, qui ont pour destination Sainte-Foy, c'est aussi une côte à monter. Puis quand on travaille ou quand on revient ou qu'on habite dans Beauport ou dans Charlesbourg ou en tout cas vers le nord de Québec, bien là aussi, encore une fois, il y a une autre côte à monter. Donc, c'est super intéressant de voir les démarches ou les choses qu'on peut mettre en place pour passer cet obstacle-là, qui en est un. Quand on fait des sondages, nous, chez Accès Transport Viable, sur les freins à l'utilisation du vélo, les côtes reviennent systématiquement, puis c'est tout le temps pas mal dans le top de la liste. Là. Il y a plusieurs autres enjeux, mais celui-là en est un important. Donc, comment on fait pour passer cet obstacle-là? Bien, il y a les goulottes, d'une part. Il y a aussi, sinon, de monter la côte. On peut choisir sa côte. La côte de la pente douce, là, elle s'appelle pas pente douce pour rien. Donc, c'est vraiment un axe qu'on peut utiliser quand on travaille dans ce secteur-là, qui est très agréable à monter parce qu'elle est longue, mais la pente est moins forte. Donc, ça, c'est intéressant. On peut toujours monter à côté de son vélo pour monter la côte, évidemment aussi. Sinon, il y a les ascenseurs qui peuvent être utilisés. Actuellement, il y en a un à Québec qui peut être utilisé là, avec son vélo, l'ascenseur du Faubourg, qui est à côté de l'escalier du Faubourg. Et sinon, il y avait d'autres projets de remontée mécanique en marge du projet de réseau structurant de transport en commun. Ces projets-là ont été retirés du projet pour des enjeux budgétaires, mais on pense qu'il y a toujours ce besoin-là et que nous, on va continuer à militer pour qu'on continue d'offrir ce genre d'aménagement-là aux gens. Maintenant, d'autres façons de pouvoir monter les côtes,
qu'il y a le système Vélobus offert par le réseau de transport de la capitale, le RTC. Donc, sur quelques parcours, notamment les métrobus, il y a possibilité d'installer son vélo sur un rack à vélo qui est installé en avant du bus. Puis, dernière option que je pense qui est intéressante, c'est le vélo électrique. Bon, le vélo électrique n'est peut-être pas à la portée de tous, mais si c'est possible pour vous, ben ça peut être une option qui est intéressante. En plus, le vélo électrique, outre répondre aux caractéristiques topographiques de Québec, peut répondre aux autres considérations géographiques de la ville. La ville est très étendue, donc si vous habitez loin de votre lieu de destination, bien, le vélo électrique peut être une option intéressante. Il y a à souligner quand même que le RTC va offrir à partir de cet été un système de vélo partage en libre service, donc un peu le système qu'on connaît à Montréal, le Bixi, mais des vélos qui seront entièrement électriques. Donc encore une fois, une option de plus pour pouvoir monter la côte facilement à vélo. On comprend que c'est pas comme des motos, là. Il faut fournir un effort, mais il y a une assistance électrique, donc votre effort est vraiment moindre. Donc, toutes des façons intéressantes de pouvoir passer cet obstacle-là. Il ne restera plus beaucoup de raisons là, pour ne pas prendre le vélo, je pense, après ça. Là. On va parler de l'hiver. Ouais. C'est plate avec les changements climatiques. Les hivers sont moins denses, il y a moins de neige. Je pense qu'on pourrait prioriser le déneigement des voies cyclables, mais je pense que c'est ce qui reste. C'est vraiment l'entre-saison, là, de décembre à mars. Peut-être qu'on a un chemin supplémentaire à faire. Mais sinon, dès avril, il n'y a plus d'excuses, puis on peut aller facilement jusqu'à la mi-décembre, là, sans problème. Ouais, on a beaucoup parlé des aménagements, puis c'est vrai que rendu à l'hiver ou en dehors de la saison officielle là, à Québec, qui est du 1er mai au 31 octobre, je pense que le grand enjeu, ça demeure l'entretien. De toute façon, l'entretien, c'est bon tout le temps, là, mais c'est vrai que l'hiver, puis l'automne, puis même le printemps, on a comme un besoin accru là, de voir l'entretien commencer. Sans entretien, là, généralement, là, ce que la science nous dit, c'est que, bien, les comptages nous disent, en fait, c'est qu'on est capable de retenir environ 10 % des cyclistes pendant l'hiver. Donc, 10 % des cyclistes qui vont faire du vélo à l'année. Puis ce taux-là, bien, on peut le faire augmenter en entretenant bien le réseau cyclable là, pendant l'hiver. Donc, idéalement, ce qu'on espère, c'est un réseau cyclable qui va être ouvert à l'année, un réseau blanc ou un réseau 4 saisons, appelez-le comme vous voulez, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité de faire du vélo en tout temps. On est au coin Murray et Père Marquette. Cette intersection-là n'a pas été choisie pour rien. D'abord parce qu'il y a un super aménagement dont je vais parler tantôt, mais aussi juste revenir un peu sur la genèse de ce corridor cyclable qui part du quartier Montcalm, essentiellement. Il se diffuse un peu là, dans le centre-ville de Québec, là, mais il est vraiment plus clair à partir de Montcalm, puis il va comme ça jusqu'à l'Université Laval. Fait que c'est un bel axe qui suit tout le promontoire de la ville de Québec. Un axe qui est vraiment beaucoup utilisé, mais il faut se rappeler d'où ça vient, je pense, c'est important. Entre 2009 et 2011, il y a eu des consultations à la Ville de Québec pour l'élaboration d'un plan de mobilité durable à Québec. Et puis, c'est devenu un document là, qui est super fondateur parce que c'est à partir de ce document-là qu'on va mettre en place toutes les autres politiques ou projets qui vont aller de la sécurité routière au déploiement d'un tramway dans les rues de Québec. Et entre autres projets, il y avait de faire, pendant ces consultations-là, un projet de corridor cyclable, mais sur René Lévesque. L'objectif de ça était d'en faire une espèce de boulevard vert où la circulation serait apaisée et qui serait un axe très direct entre l'Est et l'Ouest de la Haute-Ville de Québec. Il y a peut-être des leçons apprises là-dedans, là, du côté de l'administration de la Ville de Québec. Là, ça n'a pas été un projet qui a été bien vendu, il n'a pas été développé avec la communauté. On n'a pas mis les gens en partenariat dans le coup au départ, en amont. Ça, il y a eu une levée de bouclier assez hallucinante. Là. Et finalement, ce projet-là a été mis de côté, mais au moins, on ne l'a pas complètement abandonné. Et c'est là que cette idée d'un corridor parallèle aux axes principaux que sont Chemin Sainte-Foy et René Lévesque a été développé. Donc, on avait un projet où même les organisations comme Accès Transport Viable, on doutait de la pertinence de faire un axe comme celui-là en plein milieu de Montcalm et des quartiers après ça qui s'en vont vers l'ouest, qui ne serait pas direct. On avait peur que ce ne soit pas un corridor qui soit utilisé par les cyclistes qui veulent faire le transit très rapidement. Puis finalement, on se rend compte que c'est quand même pas si mal. Honnêtement, à la fin, là, ça reste un axe qui est quand même intéressant. Tous les quartiers traversés par le corridor Père Marquette ont quand même gagné quelque chose, notamment en apaisement de la circulation. C'est la première des choses. Puis l'aménagement qu'on a au coin Murray et Père Marquette est un super bon exemple. En fait, avant Père Marquette, avant l'installation du corridor, l'axe était utilisé comme voie de transit. Les automobilistes qui voulaient éviter le trafic sur Sainte-Foy ou sur René Lévesque empruntaient Père Marquette pour filer d'est en ouest ou l'inverse. Puis on avait une qualité de vie qui était très réduite là, pour les riverains. Puis c'est quand même un axe là, qui croise plusieurs écoles, plein d'écoles primaires, plein d'écoles secondaires aussi. Et à partir du moment où des aménagements comme celui qu'on a au coin Murray et Père Marquette ont été mis en place, où finalement
quiconque veut transiter via Père Marquette se fait éjecter vers René Lévesque ou Sainte-Foy, ça fonctionne très bien. Le volume de véhicules a vraiment beaucoup diminué. Puis on a vu aussi que l'école Anne-Hébert, par exemple, là, on a vu une augmentation drastique du nombre de petits vélos dans les racks à vélos le matin parce que c'était rendu sécuritaire de circuler. Bref, c'est devenu des quartiers plus apaisés, puis ça s'est fait grâce à cet aménagement cyclable-là. Donc, à la fois, la fonction de cycliste utilitaire a été renforcée sur cet axe-là parce que c'est plus sécuritaire. À la fois, pour les déplacements intra-quartier, ça s'est amélioré aussi parce qu'on a apaisé, on a remis les voitures sur les axes de transit que sont les artères Chemin Sainte-Foy et René Lévesque. C'est ça, c'est au bénéfice de tout le monde dans le quartier, puis c'est un réel gain, en fait, là, pour la communauté. Là. Moi, ce qui me fascine, Étienne, on est ici depuis à peu près 10 minutes là, maximum, et c'est la quantité de gens qu'on voit marcher, la quantité de vélos. Je veux dire, on est en plein quartier résidentiel. C'est sûr qu'il fait beau aujourd'hui, puis on est au début du printemps, puis c'est une invitation à sortir, mais je pense qu'on n'a pas vu autant de monde, ni dans la basse-ville, ni sur les axes, même à Limoilou, il y avait quand même une activité. Là. Moi, je suis très, très impressionnée. Je vois beaucoup de vélos. On voit des vélos avec assistance électrique. On voit beaucoup de gens. Hein? On voit des coureurs. On voit des coureurs. Moi, je suis juste fascinée de voir la densité de gens qui occupent ce corridor-là. C'est comme un petit bijou au milieu de la ville, ignoré. C'est assez impressionnant. J'avais pas réalisé à quel point c'était rendu un axe de vie. Puis ça, c'est ce qu'on veut. On veut des quartiers à échelle humaine. Hein? On veut des quartiers que les gens habitent. Puis là, on le voit, là, c'est extrêmement actif. Ça se promène, c'est multigénérationnel. Puis là, les écoles sont fermées parce qu'on est en temps de pandémie, mais j'imagine que sur semaine, ça doit être assez vivant. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la réappropriation de la ville, comme tu le soulignes, Étienne. Ouais, puis la fin de semaine aussi, c'est particulièrement prisé là, des résidents. Il y a énormément de gens, comme tu dis, qui viennent faire du sport, qui font leurs balades, qui promènent leurs chiens. Puis c'est drôle parce que dans plein de quartiers de la ville de Québec, on s'installerait au coin d'une rue, puis ce qu'on verrait passer majoritairement, c'est des véhicules, alors qu'ici, c'est complètement l'inverse. Le rapport est tout à fait inversé. Là. Ouais. On n'a pas fait de comptage, là, puis c'est une petite journée tranquille de pandémie, mais le ratio transport actif, transport motorisé là, est clairement à l'avantage des gens qui se déplacent de manière active. Quel vélo! Non, on est vraiment dans un coin super beau de la ville de Québec, quelque chose qui a beaucoup changé. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et je me rendais comme ça de Sainte-Foy jusqu'à Willebrodt-Verrère, puis je passais par le bord de la rivière Saint-Charles. C'est ça mes souvenirs. Mes plus vieux souvenirs de la rivière Saint-Charles, c'était de circuler à vélo sur les berges bétonnées de la rivière Saint-Charles. Et ça a tellement changé. Je pense que c'est devenu un poumon de la ville. En tout cas, pour les gens qui le fréquentent, c'est devenu une espèce de poumon, un exutoire. C'est très agréable de venir circuler à pied, à vélo, un peu une version extra large là, du corridor Père Marquette où on était tantôt. C'est vraiment un endroit qui est très agréable. Il y a de l'ombre, c'est calme. On est à l'abri de la circulation automobile, des bruits, peut-être même de la pollution. Certainement de la pollution, en fait. Bien, c'est ça, c'est un axe aussi cyclable très utilisé. La fin de semaine, c'est rendu fou comment il y a des gens qui circulent. Même à la limite, il faudrait se demander un jour s'il ne faudra pas l'élargir parce qu'on a un succès d'achalandage qui, je pense, dépasse largement les attentes. C'est devenu aussi un axe utilitaire très important. Ça reste quand même un lien direct vers le centre-ville pour beaucoup de gens qui partent de l'ouest de la ville. Puis on y a accès par différentes autres connexions. On est en train de travailler à la Ville de Québec sur un axe de connexion avec Sainte-Foy à travers Franck Carrel, puis le boulevard du Versant Nord. Donc ça commence à être quelque chose de super intéressant. Il y a Pierre Bertrand aussi qui connecte sur la rivière Saint-Charles. Bref, ça devient comme le bout du réseau qui nous amène vers le centre-ville. Je suis persuadé que pour les gens qui l'empruntent, qui quittent le centre-ville vers chez eux le soir, là, de commencer leur retour à la maison par le passage à travers cet endroit magnifique. C'est vraiment l'endroit le plus superbe de Québec, là. Ça, puis le bord du fleuve, qui est aussi une piste cyclable, hein, faut pas l'oublier. Oui. Moi, ma spécialité dans la vie, c'est les inégalités sociales liées à l'environnement physique. Là où on est en ce moment, on est sur le bord de condos. On peut pas s'empêcher de penser que la rivière Saint-Charles, depuis qu'elle n'est plus bétonnée, c'est aussi gentrifié, beaucoup. Mais ça reste un poumon très accessible pour les populations les plus vulnérables. Limoilou, mais surtout la basse-ville, il ne faut jamais l'oublier. Hein. L'espérance de vie entre les gens qui résident la basse-ville versus ceux qui résident la haute-ville, il y a plus de 6 ans de différence sur l'espérance de vie. Puis pour bouger l'espérance de vie, là, ça prend des déterminants de santé très forts, très puissants. Et toute la rivière Saint-Charles baigne les quartiers les plus vulnérables de Québec, que ce soit Vanier, que ce soit Limoilou, que ce soit Saint-Roch. Et donc là, il y a ici vraiment un nouvel axe
de protection en termes de santé mentale. On sait de plus en plus que les espaces verts contribuent à une bonne santé mentale, contribuent à un tissu social urbain sain. Le mythe du parc où on se fait agresser, c'est pas vrai. Là, c'est vraiment, ça contribue au bonheur. C'est sûr qu'il faut éviter la gentrification. Là, puis on le voit, là, on voit les condos autour, mais il y a quand même là, il y a vraiment une signature particulière dont il faut être reconnaissant. Alors que l'ancienne rivière bétonnée était un appel à l'insécurité, puis était un appel à cette espèce de cicatrice ouverte dans la ville, là, on a vraiment un milieu apaisant, excellent pour la santé mentale, extrêmement utile aussi pour les enfants qui grandissent dans les quartiers avoisinants. Donc, tant les quartiers tout le long de Charest sont extrêmement chauds, avec des îlots de chaleur assez terribles, il y a un espace de fraîcheur à moins de 300 mètres de ces quartiers-là, donc c'est fondamental. Donc, moi, je voulais vraiment souligner à quel point il faut investir dans ce parc-là, dans sa vitalité, dans son accessibilité. Il va falloir que la Ville aussi entende de faire attention à la gentrification. Là, c'est un espace foncier, c'est des revenus pour une ville et ça peut être très tentant de changer sa vocation, mais il y a une vocation sociale qu'il ne faut pas oublier là, de ce parc linéaire-là en termes de gratuité, d'accès, de proximité. Moi, ma conclusion, là, ça serait de dire que ce genre d'aménagement-là, c'est le genre d'initiative qui doit être répété ailleurs dans la ville de Québec. Puis on en a des potentiels un peu partout. On sent qu'il faut que ça se fasse. Là. Il y a quelque chose dans l'appropriation de l'espace public. C'est pas rentable pour une ville, hein, mais c'est rentable pour la qualité de vie. Et cette qualité de vie-là va au bénéfice des citoyens qui vont devenir aussi des citoyens actifs. Fait que je pense qu'il faut voir ça dans un grand tout. Oui, effectivement. Puis, mais moi, au-delà de la vision de la rivière, je pense qu'il y a d'autres exemples aussi qui devraient être inspirés par du verdissement puis une réappropriation de l'espace. Tu sais, le béton, c'est vraiment d'une autre époque. C'est maintenant l'heure de découvrir un nouveau sentier de marche avec Isabelle Vaillancourt. Salut tout le monde! Cette semaine, je vous amène au nord de la ville de Québec, dans un parc qui gagne vraiment à être découvert, le parc naturel du Mont-Bel-Air. Vous connaissez sûrement son sommet, c'est un des plus élevés de la région, avec ses 485 mètres d'altitude. On le voit assez bien de loin. C'est un endroit qui est très particulier parce qu'il est caractérisé par la présence d'escarpements rocheux. Et quand vous vous promenez dans les sentiers, là, vous pouvez voir aussi d'énormes rochers. L'été, le secteur du sommet offre un réseau de sentiers pédestres vous permettant de découvrir le lac Alain et ses environs. L'hiver aussi, c'est possible de faire d'autres sentiers, mais dans un autre secteur. Et cette année, il y a une nouveauté. Comme on est en plein dans le mois du vélo, il y a 7 km de sentiers de vélo de montagne de niveau intermédiaire à expert qui s'ajoutent aux aménagements du sommet. Et si vous aimez les activités en nature, vous allez être servi parce que dans le parc naturel du Mont-Bel-Air se trouve également la base de plein air La Découverte. Il y a plusieurs activités qui sont possibles en toute saison. Bien sûr, la randonnée, mais aussi la baignade. Il y a divers terrains de sport et des pistes de ski de fond puis de raquettes. Et si vous êtes motivé, je vous conseille le secteur du lac Alain qui vaut vraiment le détour. Il y a un réseau de sentiers pédestres qui a également été aménagé autour du lac Boivin à proximité des milieux humides. Il est d'ailleurs possible de contempler le marais à partir d'une belle tour d'observation. Alors j'espère que je vous ai donné le goût. Bonne semaine à tous, à très bientôt. C'est maintenant l'heure de ma propre chronique et aujourd'hui j'y vais avec le thème de l'émission en vous parlant de la sécurité à vélo. On va commencer avec ce qui est le plus évident, porter un casque. Bon, maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, on va continuer avec les consignes de sécurité qui sont peut-être un peu moins connues ou instinctives, mais qui sont aussi très importantes. Premièrement, c'est important d'être très visible lorsque l'on circule à vélo, ce qui veut dire que le soir, il faut absolument avoir des réflecteurs sur notre vélo et idéalement sur nos vêtements. Si nous n'avons pas de réflecteurs sur nos vêtements, porter des couleurs pâles peut faire l'affaire. Bien sûr, il est aussi très important de respecter les consignes de la route, que ce soit les arrêts, les feux rouges, les sens uniques, ils s'appliquent tout autant aux vélos qu'aux voitures. Il faut aussi se souvenir que, tout comme nous sommes vulnérables aux voitures, les piétons sont vulnérables à nous. Il faut donc faire attention à tous les piétons lorsque nous sommes à vélo et rester attentifs en tout temps, autant pour notre sécurité que celle des autres. Pour la sécurité de tous, nous devons aussi communiquer très clairement nos intentions. Contrairement aux voitures, nous n'avons pas de clignotant. Nous devons donc avertir de nos intentions de tourner avec nos bras. Finalement, bien que nous vous encouragions à utiliser le vélo comme moyen de transport chaque fois que vous le pouvez, vous devez aussi vous fier à votre niveau de confort. Si vous n'êtes pas à l'aise de prendre votre vélo lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a de la neige, alors ne le faites pas et empruntez un autre moyen de transport.
C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!